Ce médicament, vous l'avez déjà pris des dizaines, des centaines, de milliers de fois pour certaines personnes, mais est-ce que vous savez qu'on ne sait toujours pas comment ça fonctionne? Donc quand j'entendais des gens dire pendant la Covid-19 que ouais, on va pas prendre le vaccin parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, ça me faisait rigoler un tout petit peu. Parce que si vous saviez le nombre de médicaments qui se trouvent dans notre boîte à pharmacie, dont on ignore partiellement ou complètement le mécanisme d'action, alors vous la ramènerez un tout petit peu moins. Et aujourd'hui, la star, c'est le paracétamol, bien entendu. Et, petite surprise, pour qu'il puisse fonctionner, on espère que le foie ne fasse pas complètement son boulot. Bienvenue dans ce premier épisode de la série Un voyage au cœur des médicaments. Prenez un verre de bissap, un verre d'eau, un café, ce que vous voulez, posez-vous et je vous explique comment il fonctionne. En tout cas, ce qu'on sait à ce jour. Peu importe la voie d'administration, orale, anale, parentérale, le paracétamol, une fois dans la circulation sanguine, va d'abord se diriger vers le foie. Foie qui va se charger de désactiver 70-90% de la molécule, de la dose que vous avez prise en fonction de la voie d'administration. Parce que oui, quand vous prenez un médicament par voie orale, vous avez ce qu'on appelle un premier effet de passage hépatique qui coupe une bonne partie de la molécule. Ce qui n'est pas le cas quand vous prenez un médicament par voie intraveineuse, par exemple. Mais peu importe la voie, tout se dirige à un moment donné vers le foie, qui va éliminer une bonne partie de la molécule que vous avez prise. Et ça, c'est pour un bon nombre de médicaments, pas que le paracétamol. Il se pourrait maintenant que certaines personnes, par polymorphisme génétique, voient une désactivation quasi totale de toute la dose que vous avez prise. Parce que oui, nous sommes tous différents finalement. C'est ce qui pourrait expliquer que certaines personnes qui prennent des doses même très fortes de paracétamol n'ont aucun effet sur leur douleur. Attention, c'est pas parce que vous n'avez aucun effet sur votre douleur que vous ne pouvez pas voir les effets toxiques du paracétamol. La fraction de paracétamol qui reste après désactivation de la grosse partie, il y a une partie de cette fraction que le foie, encore lui, va transformer en une molécule appelée NAPQI, qui est responsable de l'hépatotoxicité du paracétamol. Peu importe la dose de paracétamol que vous prenez, le NAPQI sera toujours produit à chaque fois que vous allez prendre du paracétamol. Sauf que l'organisme étant bien fait, il y a une molécule que l'on a vue dans une de mes vidéos qui parlait du stress oxydatif, qui s'appelle le glutathion, qui permet de capturer ce NAPQI et de le rendre inactif et de l'éliminer via les reins comme les autres fractions désactivées. Sauf que quand vous prenez une très grosse dose de paracétamol, il y a une trop grande production de NAPQI. Par contre, le glutathion, il n'est pas produit à la même vitesse. Donc du coup, il y a une accumulation de cette molécule qui entraîne des lésions hépatiques qui sont très souvent mortelles à très haute dose de paracétamol. 10 grammes de paracétamol, c'est 6 pieds sous terre. À titre d'exemple. C'est une des raisons pour laquelle, dans une boîte de paracétamol, le conditionnement, il est fait ainsi. On ne dépasse jamais dans un conditionnement 8 grammes. Et si vous vous rendez dans une pharmacie, vous verrez que si vous achetez un certain nombre de boîtes de paracétamol, le pharmacien va refuser de vous les vendre. C'est pour éviter que malencontreusement, pour X raison, quelqu'un s'intoxique avec du paracétamol. Et encore, par polymorphisme génétique, certaines personnes, même à dose très faible de paracétamol, produisent un tout petit peu trop de NAPQI. Ce qui explique que certaines personnes, même à dose classique de paracétamol, se retrouvent avec une lésion hépatique. Le paracétamol se cache dans beaucoup de médicaments que vous ne connaissez même pas. Surtout les médicaments contre la grippe. Donc faites attention. Après tous ces processus de désactivation, la petite fraction de paracétamol qui reste va se diriger au niveau du système nerveux central, cerveau et moelle épinière, en traversant ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est une sorte de maille qui protège le système nerveux central de tous les autres systèmes du corps. Donc pour y passer, il faut être sélectionné par ta taille. Le paracétamol est assez petit pour traverser les mailles de cette barrière. Une fois dans le système nerveux central, le paracétamol va agir de deux façons. Diminuer la température corporelle si vous souffrez de fièvre, parce que oui, le paracétamol est un antipyrétique. Et ensuite, diminuer la sensation de la douleur. C'est un antalgique. Ce qui fait consensus aujourd'hui, c'est son action antipyrétique, c'est-à-dire comment est-ce que le paracétamol fait pour diminuer la température du corps humain. Quasiment tout le monde est d'accord là-dessus. Et je vais vous partager comment il agit. Le paracétamol, molécule telle qu'elle est absorbée, va aller au niveau d'un petit organe du cerveau, l'hypothalamus, qui est en gros le thermostat du corps humain, et va lui demander de baisser la température en diminuant les prostaglandines et certains marqueurs de l'inflammation. Je précise, on va le voir dans une autre vidéo sur les anti-inflammatoires, ceci ne fait pas du paracétamol un anti-inflammatoire.
C'est compliqué, mais c'est comme ça. Le brouillard devient très épais quand on passe sur son effet antalgique. Le paracétamol, une fois dans le cerveau, va donc se transformer en AM404. Pourquoi ça s'appelle comme ça? J'en sais rien, allez leur demander. Et c'est cette molécule qui, je vais vous partager les 3 mécanismes d'action les plus probables. Le premier, c'est que ça agit au niveau de la sérotonine, médiateur entre les synapses qui permettent de moduler l'expression de la douleur. Donc c'est lui, quand il est libéré dans la synapse, influe sur la façon dont le cerveau va interpréter la douleur et dont va réagir. Il pourrait aussi agir sur les récepteurs TRPV1, j'espère que c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont des récepteurs au niveau des synapses aussi, qui permettent de capturer des ions, qui font une sorte de dépolarisation, qui vont donc sensibiliser le nerf et envoyer l'information au niveau du cerveau pour dire, attention, il y a une douleur quelque part au niveau du corps humain. Et en troisième, l'AM404 augmenterait l'anandamine qui permet de gérer le bien-être dans le corps humain. Et donc, du coup, en boostant cette molécule, ça va diminuer, on va dire, la sensation de douleur par effet euphorique. On va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. En tout cas, ce sont les pistes les plus probables. Sauf que récemment, il y a d'autres pistes qui sont explorées. On est en train de découvrir potentiellement que le paracétamol n'agirait pas que au niveau du système nerveux central, mais aussi au niveau du système nerveux périphérique. Potentiellement aussi par les récepteurs TRPV1. Parce que les TRPV1 sont des récepteurs qui ne se situent pas essentiellement sur le système nerveux central, mais aussi au niveau du système nerveux périphérique. Mais ça, c'est en cours de discussion, ce qui changerait beaucoup de choses, parce que jusqu'ici, on considère que le paracétamol a une action principalement sur le système nerveux central, donc au niveau du cerveau et de la moelle épinière, ce qui sera un game changer. Vous l'aurez compris, la douleur n'est qu'un symptôme. Le paracétamol, lui, est là pour aider le cerveau à gérer différemment l'information qu'il reçoit, pour que vous ne ressentiez plus cette douleur, en attendant de gérer la cause racine. La douleur est aussi un mécanisme de défense de l'organisme. Si vous avez mal, c'est parce qu'il y a un problème. Et donc l'information qui est transmise au cerveau, c'est pour que vous puissiez agir. Il y a des personnes qui naissent avec une maladie qu'on appelle analgésie congénitale, qui ne ressentent aucune douleur. C'est-à-dire qu'ils peuvent poser la main sur quelque chose de très chaud, se brûler au 3e degré, et peut-être même mourir sans que le cerveau ne l'interprète comme étant un danger. Ce qui est dramatique. Et à contrario, il y a aussi des personnes souffrant de diabète, qui, très souvent, par neuropathie diabétique, souvent au niveau des pieds, peuvent avoir des blessures, mais sans s'en rendre compte. La blessure peut être ulcérée, elle peut être suintante, mais ils ne ressentent rien du tout. Cet homme de 68 ans a été envoyé par les urgences du centre hospitalier de Perpignan. Il est diabétique depuis 20 ans. Ce qui est quand même embêtant, c'est que ce soit devenu noir comme ça. Comme vous avez une perte de sensibilité due à votre diabète, vous sentez pas la douleur. La plaie, ça ne veut pas dire pourtant qu'elle n'est pas grave. Ce qui empêche du coup la prise en charge de la blessure et qui peut entraîner chez les personnes diabétiques des fois l'amputation du membre, si la blessure n'est pas traitée très tôt. Donc oui, le paracétamol n'est que là pour aider le cerveau à gérer la douleur, mais il faut régler le vrai problème de base. C'est terminé aujourd'hui pour cet épisode. Si vous avez d'autres questions sur le mécanisme d'action du paracétamol, posez-les en commentaire. Ce serait gentil de vous abonner aussi au passage, ça ne vous coûte rien. Et le prochain épisode, on verra soit les antalgiques opioïdes et non opioïdes ou des anti-inflammatoires. Je ne sais pas encore. Mais en attendant, on se dit à la prochaine et je t'attends en bas dans les commentaires. Ciao.